Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette deuxième journée du week-end de l'ethnologie au musée du Quai Branly. Je suis Frédéric Cac, je dirige le département de la recherche et d'enseignement. Et c'est nous qui avons un peu conçu ce week-end avec tous les partenaires universitaires qui ont voulu partager leur savoir avec vous. Et donc, après les deux conférences d'hier sur le luxe et la pandémie, nous sommes très heureux d'accueillir Roberte Amaillon, qui est une référence non seulement en France, mais à l'international sur l'étude des sociétés mongoles et sibériennes, et qui va vous parler d'un sujet qui apparemment vous a attiré, qui est non seulement le chamanisme, mais les chamanismes. Donc on aura une heure de conférence et ensuite une demi-heure de discussion avec vous. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je suis très contente de venir vous parler dans ce cadre. Alors je ne sais pas si je vais vous surprendre, mais j'espère en tout cas ne pas vous décevoir en vous parlant des chamanismes et des chamans. Alors ces termes sont employés aujourd'hui en Occident dans des sens extrêmement divers, comme vous avez pu vous en rendre compte. Ainsi, il est devenu courant de dire que les chasseurs de la préhistoire avaient des chamans. Comme vous voyez, les petits dessins, vous reconnaissez le dessin de la grotte des Trois Frères. Certains reconnaissent donc des chamans dans les gravures rupestres. Il y a couramment des chamans parmi les personnages de bandes dessinées et de jeux vidéo. Vous connaissez sûrement le âge de Conan le Barbare, etc., où vous avez le sombre chaman Corantal. Mais il existe aujourd'hui en plein Paris des cabinets de chamans. Vous avez 271 000 références sur Google. Il existe des festivals chamaniques, des cabinets de chamans. Et ces festivals chamaniques, il s'en tient tous les étés en plein air, aussi bien dans le Jura, dans les Pyrénées qu'en Bretagne, où l'on peut rencontrer des chamans celtes ou des chamans druides. Ces divers types de chamans offrent des services psychothérapeutiques, mais aussi des modèles de quête spirituelle, des formes variées de développement personnel, de coaching. Alors certains se réfèrent à des traditions ancestrales et invitent à s'unir à la nature, d'autres organisent des voyages ou des séjours dans des centres dits chamaniques, c'est pourquoi on parle de tourisme chamanique ou de tourisme mystique ou de tourisme spirituel. D'autres encore ont choisi Internet pour communiquer avec leurs adeptes et les guider dans leur quête spirituelle. Un bon nombre de ces chamans français d'aujourd'hui sont en rapport avec des chamans sud-américains surtout, mais il en existe aussi qui entretiennent des contacts avec des chamans sibériens. Il y en a deux particulièrement, enfin une sibérienne, la Bouriate Stepanova, et une mongole, Enrtuya, qui sont venues à Paris. Mais je n'ai pas trouvé de chamans français qui prennent modèle sur les chamans coréens ou taïwanais, alors que ces derniers disent pouvoir aider à jouer en bourse ou à réussir des examens. Il y a en outre des usages extrêmement divers du terme chaman. Alors cette déroutante diversité mène à s'interroger d'abord sur l'histoire de ce concept et sur l'histoire de ce concept et sur la façon dont l'Occident a forgé ensuite le terme de chamanisme. Parce que chaman désigne au départ un spécialiste rituel dans les langues toulgouzes qui sont parlées par de petits groupes en Sibérie extrême orientale, qui sont au maximum 35 000 personnes très, très dispersées. Alors comment ce terme venu de ces lointains toulgouzes dont une partie vit toujours de chasse et d'élevage, élevage du renne, comment ce terme a-t-il pu se répandre au point d'être connu dans le monde entier et de paraître approprié pour caractériser ces personnages, des personnages, des pratiques et des phénomènes qui se rencontrent en tout lieu et en tout temps. Alors il apparaîtra que la pensée occidentale s'est servie du terme de chaman, puis de la notion de chamanisme, pour poser toutes sortes de questions fondamentales, pour se les poser à elle-même finalement.
D'abord sur le phénomène religieux lui-même, puis sur son rapport avec la psychologie du croyant, et enfin plus largement sur le rapport de l'homme à lui-même, à l'autre, à la société et au monde. C'est pourquoi, comme beaucoup de mes collègues, je n'emploie aujourd'hui chamanisme qu'au pluriel, tant il y a de formes variées auxquelles peuvent être appliqués ce terme. En outre, je voudrais dissocier la question du chamanisme de toutes celles qui concernent le personnage appelé chaman. Et je me retiens de répondre à toutes les questions du genre « tel spécialiste est-il un chaman » ou « telle forme religieuse est-elle du chamanisme ?» Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ou encore « tel spécialiste est-il un chaman, un vrai ou est-ce un faux, est-ce qu'il est authentique ?» Il y a tellement d'idées reçues à ce sujet. Or, mon objet est plutôt de collecter l'information, de la décrire et d'essayer de la comprendre. Mais en aucun cas, je ne voudrais juger de sa conformité avec un éventuel modèle. Au mieux, je peux reconnaître dans une pratique quelque chose que j'aimerais appeler un élément chamanique ou des éléments de type chamanique. Alors, je vais vous proposer... voilà. 3 partie. Attendez. Oui, voilà. Je vous proposerai 3 parties. Dans la première, je voudrais parler de l'histoire du terme, comment le terme de chaman est arrivé en Europe, pourquoi l'Occident s'en est emparé, comment il l'a compris et comment il en est venu à fabriquer le concept de chamanisme ensuite. Nous verrons qu'il a servi à caractériser une série des autres sur le plan religieux, sur le plan psychologique, sur le plan social ou sur le plan idéologique. Dans une seconde partie, je vous emmènerai chez les Tungus, de la langue de qui vient ce terme, dans la région de l'Amour. Plus que tout autre, l'exemple de ce peuple est habilité à représenter du chamanisme, puisque c'est d'eux que vient le terme, mais il n'a rien pour autant d'un chamanisme idéal par rapport auquel on devrait évaluer les autres. Il n'est qu'un exemple parmi d'autres possibles. Et d'ailleurs, je parlerai également des peuples sibériens voisins, dont les formes de chamanisme sont très proches de celles des Tungus. Alors, le régime soviétique ayant bouleversé la vie de ces peuples pendant 70 ans, il nous faudra nous projeter dans l'époque antérieure à son avènement pour comprendre ce que voulait dire chamaniser dans ces sociétés avant que la colonisation ne modifie leur organisation, leurs pratiques et leur façon de penser. Évidemment, il est tout à fait illusoire de penser qu'on peut atteindre un état pur de tout contact. Ça n'existe pas et les sources commencent bien évidemment avec la colonisation. Or, pour l'Empire des Tsars, coloniser, ça impliquait de christianiser les populations. Aucune source n'est donc exempte de présupposés. Mais ces sources sont heureusement très abondantes et de grande qualité. Elles permettent de retracer un état de chamanisme que l'on peut caractérisé comme relativement libre d'influence, du moins où l'influence du christianisme orthodoxe et l'influence du bouddhisme sont assez aisément identifiables. Mais j'aimerais caractériser surtout cet état de société pré-soviétique, disons, par le fait qu'il y a quelque chose de chamanique au centre de la vie sociale, et c'est cela qui inspire le principal rituel public qui permet à la société de se reconnaître elle-même et de se reproduire elle-même. Les sources permettent de suivre aussi les changements dus à la colonisation et permettent de retracer comment on perd ce caractère central et public des rituels chamaniques pour devenir seulement des rituels privés et périphériques. Enfin, dans une troisième partie, j'aimerais tirer quelques enseignements de ces exemples sibériens pour comprendre les formes récentes de chamanisme, pour tenter de comprendre la diversité des phénomènes qualifiés aujourd'hui de chamaniques. Alors, le mot chaman arrive en Europe à la fin du XVIIe siècle. Il est transmis par des récits de voyage en Sibérie, et le sens qui lui est donné variera ensuite selon les époques. Alors, il est d'abord décrit comme un personnage religieux,
au service du diable et non du Dieu chrétien. Il est vu comme sauvage, diabolique. Et on le voit décrit dans un rituel pour la première fois dans le récit d'un archiprêtre russe, Avakoum, qui était envoyé en exil en Sibérie pour désobéissance au clergé de Moscou dans les années 1672-1675. Alors le chef du convoi d'exil connaît bien de réputation les chamans Tungouz. Comme il aimerait en finir vite et rentrer chez lui, il commande à un chaman Tungouz un rituel pour essayer de faire que le convoi puisse bien avancer. Alors le chaman bat son tambour, il saute, il danse, il chante et il déclare finalement que ses esprits annoncent le succès de l'expédition. En l'entendant, l'archiprêtre se prosterne, se met à genoux et il prie son Dieu, le Dieu chrétien, d'envoyer tout le mal possible au chaman pour l'arrêter. En fait, dehors, pendant ce temps, le temps se gâte et le convoi ne peut pas continuer. Alors l'archiprêtre comprend, il y voit le signe qu'il a gagné sur le chaman, ou plutôt que son Dieu a gagné contre le diable invoqué par le chaman. Il reste qu'il a traité le chaman en rival ou en concurrent en matière de religion. Et le chaman restera pour les missionnaires et pour leurs fidèles pendant près d'un siècle un prêtre du diable, mais de niveau équivalent. Et l'illustration sera tout à la fois le costume, la voix et les mouvements du chaman qui donnent un ton sauvage à sa conduite. Alors on notera que ce premier rituel vise non pas à guérir, que le chaman guérisse, c'est une idée reçue qui est en grande partie fausse, mais à influer sur l'avenir ou sur les réalités, si on veut. Ce type de rituel, on dit souvent qu'il est divinatoire, mais en fait, il n'y a rien à deviner. Il n'y a pas à dire l'avenir, il y a plutôt en quelque sorte à faire l'avenir, ou plutôt à faire en sorte qu'on puisse affronter l'avenir. Et l'archiprêtre fait finalement comme le chaman. Le chaman a demandé à son diable de faciliter les choses au convoi d'exil, et l'archiprêtre demande au Dieu chrétien d'envoyer du malheur au chaman. Pour comprendre l'attitude de l'archiprêtre, il faut le savoir que, étant donné que la doctrine orthodoxe ne s'occupe que du salut de l'âme après la mort, eh bien le clergé, sur place, il a besoin de recourir à des pratiques populaires du même genre pour satisfaire les besoins de ses ouailles, qui sont des besoins à satisfaire ici et maintenant. Et dans les régions colonisées, les sources montrent bien comment la paysannerie russe elle-même faisait appel, pour des questions immédiates de ce genre, aux chamans autochtones locaux. Alors voilà comment on représente le chaman à l'époque. C'est une des plus anciennes gravures dans un livre écrit par Witsen, qui est un constructeur de bateaux néerlandais. Alors, il lit tous les récits de voyage, mais lui-même n'est jamais allé en Sibérie. Donc, c'est une image complètement inventée. Il prend au mot les descriptions du chaman comme sauvage. Et cette gravure aura une grande célébrité en ancrant dans l'opinion cette idée de sauvagerie. Pourtant, jamais le chaman ne porte de véritables ramures de cervidés sur la tête. Nous verrons qu'il porte une couronne surmontée d'une ramure en fer, très stylisée, et qu'il a des bottes. Le tsar Pierre le Grand a une grande curiosité pour son vaste empire, et ses successeurs inviteront comme lui de nombreux savants à l'explorer, notamment des naturalistes allemands. Pour ces savants, qui seront petit à petit imprégnés du climat des Lumières qui règnent en Europe, le chaman devient vite un imposteur, un charlatan qui exploite la crédulité des siens. Johann Gottlieb Georgi publie 4 gros volumes de descriptions et y insère de magnifiques gravures aquarellées. Alors que le chaman de Witsen avait une vraie ramure de cervidés sur la tête, celui du Kamtchatka, le précédent, était en cheveux, et ce chaman Tungouz a des fragments de ramure de cervidés sur les épaules. Nous verrons, en parlant des Tungouz, les raisons de ces attributs. Mais les chamans sibériens se mettent peu à peu à fuir les savants voyageurs qui les critiquent et qui veulent les démasquer, leur faire avouer leurs tours et leurs manipulations. Eux,
et les leurs fuient désormais les voyageurs, mais aussi les missionnaires qui veulent les convertir et les percepteurs qui veulent leur faire payer l'impôt en fourrure. Alors, ils prennent, dès cette époque, l'habitude de se réfugier en forêt pour y accomplir leurs rituels. Autrement dit, la clandestinité, l'entrée dans la clandestinité commence dès la fin du XVIIIe siècle et elle n'aura aucun mal à se prolonger à l'ère soviétique. Alors, pardon, oui, la précédente, voilà. Chaman a droit à une entrée dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors, comme vous voyez, il y a là, couplé à la critique de cet aspect imposteur du chaman, une critique du peuple qui est ignorant et crédule. À l'époque romantique, en une sorte de réaction à la froideur démystifiante des voyageurs des Lumières, certains philosophes s'emparent de la figure du chaman. Mais ils l'imaginent depuis leur fauteuil, ce ne sont pas des gens qui sont allés sur place, ils ne l'ont pas observé, et ils le dépeignent comme un noble magicien démuni, mais talentueux et courageux face à la nature hostile. Alors, il y a sur ce sujet le livre de Gloria Flaherty, publié en 1992, qui s'appelle « Chamanisme et le XVIIIe siècle » en anglais. Les choses changent avec l'avancée de la colonisation, parce que depuis le milieu du XIXe siècle, on a pour la Sibérie de plus en plus de documents d'observation, notamment de la part de médecins et d'administrateurs. Alors, à la fois, les gens, les peuples colonisés ont changé, parce qu'il y a eu un afflux de paysannerie russe, surtout à partir de l'abolition du servage en 1861, mais les observateurs aussi ont changé, puisqu'il y a des médecins, beaucoup de médecins parmi eux. Et on peut imputer leur jugement, au moins en partie, à leur spécialité. Pour eux, en effet, le chaman est un malade mental, mais grâce à la pratique chamanique, il parvient à se guérir lui-même et finit par devenir capable de guérir autrui. Ainsi commence à s'installer l'idée que la personnalité du chaman est celle d'un psychopathe et que sa fonction est celle d'un psychothérapeute. C'est dans ce contexte qui voit par ailleurs naître les sciences sociales, donc la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est dans ce contexte qu'est forgé le terme de chamanisme, mais ce terme suscite aussitôt un débat de fond. Est-ce une question de religion ou une question de psychologie ? Alors, les premiers sociologues et historiens des religions sont perplexes. Il n'y a dans le chamanisme aucun des traits qui caractérisent, selon eux, une religion. Ni doctrine, ni clergé, ni véritable liturgie, ni sanctuaire, etc. Surtout, la pratique varie non seulement d'une société à l'autre, mais d'un individu à l'autre au sein d'une même société, et même d'un rituel à l'autre dans la pratique d'un même individu. Alors, la création du mot chamanisme dans ce contexte va susciter immédiatement des protestations. Arnold van Gennep, qui est bien connu des milieux d'ethnologie, puisque c'est lui l'auteur du livre sur les rites de passage, il écrit à propos du terme chamanisme en 1903 « Il n'y a pas de religion chamanique, seulement une certaine sorte d'homme. » Par ailleurs, ce qui se passe sur le terrain est perçu comme démontrant l'idée qu'a installée la colonisation et qui séduit la psychanalyse qui débute alors. La personnalité du chaman est pathologique et sa pratique peut être thérapeutique. En effet, la colonisation s'accompagne partout de la propagation de la religion du colonisateur et la Russie impériale avait pour devise, comme vous le savez, un seul tsar, un seul dieu. Et en particulier dans ces pays-là, comme dans beaucoup de pays colonisés, les pouvoirs coloniaux interdisent les rituels indigènes s'ils sont religieux. Mais comme en général, ils n'ont pas eu le temps d'installer des structures médicales, ils tolèrent les rituels réputés avoir un effet thérapeutique. Et pour leur part, les peuples colonisés multiplient, enfin c'est ce qu'on voit en Sibérie,
Ils multiplient leurs rituels pour se réconforter et surtout en développer les 10 aspects thérapeutiques. Et de fait, on voit que les rituels privés se multiplient surtout et qui sont de plus en plus orientés vers la guérison, alors que ce n'est pas forcément leur raison d'être, et surtout alors que le chaman ne fait pas que guérir, puisqu'il est censé aussi bien causer des maladies qu'en délivrer. Et ce courant psychothérapeutique est à l'origine des expressions de cure chamanique ou de séance chamanique, alors qu'on aurait pu dire tout simplement rituel, et l'origine du développement du terme de curandero pour désigner divers personnages du même type en Amérique du Sud. Alors, l'adoption de chamanisme permet de généraliser l'usage du terme de chaman, au lieu d'avoir recours à toute une série de termes qui ne couvrent que partiellement les fonctions de ce type de personnage. Depuis l'ancien jongleur jusqu'au medicine man, au sorcier, au guérisseur ou au devin sorcier, devin guérisseur, etc. Chaman a aussi l'avantage d'être un terme exotique, ce qui permet aux occidentaux, aux colonisateurs, de dire que le chaman, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Bien sûr, nous avons eu des sorciers et des guérisseurs, on en a peut-être toujours, et des voyants, mais chaman, c'est vraiment chez les autres. Et dans l'ensemble, c'est un mot qui permet à l'Occident de caractériser ce qu'il a d'abord ressenti comme autre sur le plan religieux, puisqu'il était diabolique, sur le plan culturel, puisqu'on le désignait comme sauvage, sur le plan éthique, puisqu'on faisait de lui un imposteur ou un charlatan, et sur le plan psychique, puisqu'on faisait de lui un fou ou un marginal. Alors, au tournant des 19e et 20e siècles, partout les pratiques chamaniques changent au contact des religions universalistes et se mêlent à leurs pratiques populaires. Aucune forme observable ne représente un chamanisme pur, entre guillemets. Mais toutes ont des points communs qui seront perçus comme alimentant l'idée que le phénomène chamanique est psychothérapeutique. Les questions « le chaman est-il un fou guéri? Est-il une sorte de psychanalyse ?» traversent la plupart des travaux pendant presque les 2 premiers tiers du XXe siècle. Pendant plus de la première moitié du XXe siècle. Cette vue reste dominante jusque dans les années 60. Pourtant, il y a un médecin qui était allé chez les Tungus, Sergei Shirokogorov, qui était un excellent observateur et qui affirmait dans son célèbre Psychomental Complex of the Tungus, publié en 1935, qu'il ne peut y avoir de chaman fou, pour la pure et simple raison qu'aucune communauté ne saurait confier à un fou les rituels dont elle pense que sa vie dépend. Elle ne reconnaît comme chaman que des individus à forte personnalité en qui elle peut avoir confiance, même si, bien sûr, tous les chamans ne sont pas parfaits. Depuis les années 60, on assiste à un complet renversement de valeurs. Le chaman est dès lors idéalisé comme un être à part dans un contexte mondial qui est marqué par une série de changements majeurs. Il y a la décolonisation, le déclin des grandes idéologies, l'essor du libéralisme et de l'individualisme qui vont croissant. Alors, le grand auteur de cette époque-là, c'est Mircea Eliade, qui voit dans le chaman le modèle du mystique, à la manière chrétienne. Il voit en lui aussi le précurseur de l'artiste et du créateur. Ce sont des choses qu'il dit très clairement dans son journal et il destine son livre qui s'appelle « Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase » qui paraît en français en 1951. Il le destine aux poètes, aux écrivains, aux artistes. Mais il va être reçu tout à fait différemment, surtout à partir de sa traduction anglaise en 1964. Et c'est cette traduction anglaise qui lui apporte la célébrité dont il jouit aussi chez nous jusqu'à nos jours. Alors le contexte dans lequel il sort est favorable aussi, il profite aussi au roman ethnographique de Carlos Castañeda,
dont vous connaissez peut-être le livre « L'herbe et la petite fumée », paru en 68 aux États-Unis et en 71 en français. Mais à la différence de Castañeda, qui ancre la notion de quête spirituelle dans le récit de sa propre expérience de consommation de champignons hallucinogènes au Mexique, Eliade, lui, propose une vue du chaman plus acceptable pour les chrétiens, cette vue mystique dont j'ai parlé. Le chaman incarne, selon lui, l'expérience religieuse à l'état brut, et cette expérience religieuse sera bientôt réinterprétée en spiritualité. On voit le glissement de religion à spiritualité. Ainsi, la notion de chamanisme qui avait accompagné un siècle plus tôt la colonisation et la lutte contre le paganisme accompagne maintenant la décolonisation et le déclin des grandes religions. Elle accompagne également l'essor de deux courants de pensée qui vont prendre une place croissante. Un courant de spiritualité situé en amont de toutes les religions organisées et un courant écologiste qui est pensé sous la forme du retour à la nature. Tous ces courants se rejoignent dans la mouvance du New Age dans les années 80 et c'est dans ce contexte qu'apparaissent les néo-chamanismes aux États-Unis. Ceux-ci vont s'étendre et susciter l'émergence de nouveaux chamans dans les pays à tradition chamanique. Le principal initiateur du néo-chamanisme est Michael Harner, qui avait d'abord été anthropologue des Jivaro en Amazonie. Il crée un centre, puis une fondation pour les études chamaniques en 1985. À la même époque, le psychiatre Wolfgang Gillette avait encouragé au Canada, en Colombie-Britannique, la restauration des danses parmi les Indiens de la côte californienne et de Colombie-Britannique. Il avait constaté que danser tout l'hiver, ce sont des danses qui se répètent pendant 2 à 3 mois, avait aidé de nombreux Indiens à sortir de l'alcoolisme et il avait donc encouragé la reprise de rituels chamaniques. Mais Michael Harner va plus loin. Il veut faire connaître le chamanisme aux Occidentaux. Il en encourage la pratique, d'abord à des fins thérapeutiques, et puis après ça va beaucoup évoluer, mais il le répand aussi très vite comme modèle de quête spirituelle, et surtout dans les milieux intellectuels et artistiques de la côte californienne, en association avec la grande vague écologiste qui déferle à l'époque. Par son caractère primitif, entre guillemets, le chamanisme est aussi synonyme de retour à la nature. C'est pourquoi, réciproquement, les mouvements écologistes vont s'intéresser au chamanisme. Alors, la fondation de Michael Harner répand ce qu'il appelle le core shamanism, un chamanisme essentiel qui se veut sans aucune référence culturelle, de façon à pouvoir être adopté partout, et en premier lieu par les Occidentaux. Et ce chamanisme repose sur une expérience spirituelle personnelle en relation avec des esprits, je mets entre guillemets, parce que ce à quoi il vous invite, c'est à rassembler vos esprits. Cette fondation va créer des filiales en Europe, et c'est ainsi que devient partout sensible le renversement de valeurs que j'ai déjà évoqué. Au lieu d'être jugé arriéré, tout ce qui a trait au chamanisme est au contraire dit pur, vrai, authentique, naturel. Alors, ce qui se répand, c'est d'abord une généralisation standardisée de ce chamanisme essentiel, mais il y a aussi des mouvements néo-chamaniques occidentaux, en Europe surtout, qui vont désormais chercher des chamans au sein même de l'Occident, et d'abord dans le propre passé de l'Occident. C'est comme ça qu'on voit identifier à des chamans Socrate, Jésus, Merlin l'Enchanteur et beaucoup d'autres. Dans les années 90 et au début des années 2000, ces néo-chamanismes sont très liés à la consommation de drogue et vous aurez peut-être remarqué le nom de la pilule ecstasy qui... Cette pilule, par son nom, est un clin d'œil au livre de Mircea Eliade.
dans le cadre de rave party, ainsi qu'à certains types de musique. C'est associé aussi à des cercles de sagesse, aux huttes de sudation, etc. Les néo-chamanismes s'étendent au monde entier et ils vont susciter, dans les pays chamanistes, l'émergence de nouveaux chamans qu'on appelle aussi chamans urbains. C'est le cas en Amérique du Sud, surtout, bien sûr, mais aussi en Sibérie, où Michael Harner est allé dès la chute de l'URSS au début des années 90, ainsi que les gens qui travaillent avec lui, pour dire aux gens, nous allons vous réapprendre votre chamanisme. Les liens entre eux et les néo-chamanismes occidentaux se sont développés par l'intermédiaire du tourisme chamanique. Mais l'usage de chaman, chamanisme ou chamanique ne s'arrête pas là. En témoigne, parmi beaucoup d'autres exemples que j'aurais pu donner, je ne sais pas si c'est lisible, ce projet de thèse préparé à l'école doctorale de droit international et européen à l'université de Paris 1, qui porte sur le rituel chamanique de la Cour européenne de justice et qui, la thèse qui en dérive a été soutenue en 2010 et elle porte sur le chamanisme judiciaire. C'est facile à trouver en ligne. Je vais maintenant passer à la deuxième partie dans laquelle je voudrais retourner dans la forêt sibérienne. Alors voici une brève carte très simplifiée. Les Toungouzes sont ici sous le nom du groupe le plus important des Toungouzes, qui sont les Evenks. Mais il y en a beaucoup. Comment est-ce que je peux... Bon, enfin... Toute cette partie-là, les Toungouzes sont là, ici ce sont les Yakoutes, et ici ce sont les Finno-Ougriens, et je parlerai également des Bouriates qui se trouvent près du lac Baïkal. Alors, la taïga est le cadre par excellence de l'activité chamanique telle que les sources permettent de le reconstituer en pensée. Toutes les sources relatives à la vie de chasse en forêt donnent à la fonction chamanique un rôle central dans la vie et dans la pensée de la société, dans la mesure où c'est elle qui a la charge du principal rituel collectif périodique qui assure la reproduction de la société avec et dans son environnement. C'est un type de rituel tout à fait totalisateur où on commémore également les morts. Les sociétés vivant de chasse sont les seules où la fonction chamanique a ce rôle public, cette place centrale. De ce fait, les chamans des peuples chasseurs paraissent, aux yeux de tous les autres habitants de la Sibérie, comme les meilleurs, les seuls véritablement spécialistes du chamanisme, même si la personne du chaman n'est pas absolument essentielle à l'exercice de la fonction. La vie de chasse dans la forêt sibérienne impose à l'époque, je parle toujours de l'époque pré-soviétique, impose une vue du monde qui peut être caractérisée de la façon suivante. Comme le gibier, on ne peut pas le produire, la chasse ne peut pas être une activité purement technique. Il faut justifier, il faut légitimer le fait de prendre dans le donné naturel qu'est la taïga. Prendre, sinon, c'est une sorte de vol. Prendre quelque chose qu'on ne produit pas risque à la fois de susciter des représailles et d'entraîner l'épuisement de la réserve où l'on prend. C'est comme une réponse à ces problèmes que se présente le chamanisme. C'est un système conceptuel et rituel qui vise à rendre légitime le fait de prendre pour que ça ne soit pas un vol. Il faut donc qu'on se mette d'accord avec celui à qui l'on prend et qu'on promette surtout de lui rendre. Et ça vise aussi à garantir la réapparition du gibier. Comment faire pour que ce qu'on va prendre reparaisse? Et cela implique non seulement de prendre bien sûr des précautions élémentaires vis-à-vis du gibier, mais ça va de soi, mais aussi d'agir symboliquement, c'est-à-dire de faire des rituels. Et c'est pourquoi on peut dire
que la chasse ne peut pas être une activité uniquement technique. Elle est aussi forcément une activité qu'on peut dire religieuse ou rituelle. Alors, cette forme de chamanisme repose sur le principe suivant. Dans la forêt, les espèces sont une espèce parmi d'autres, et l'espèce humaine est donc, comme les autres, partie prenante de la chaîne alimentaire qui permet à toutes les espèces de vivre dans la forêt. Et la forêt est, dans ces régions-là, toujours appelée riche. Elle est riche en espèces qui vivent dedans. Alors, les humains doivent donc s'accorder avec... Ils pensent que les animaux sont animés par des esprits et qu'il faut s'accorder avec ces esprits pour avoir accès aux animaux. Alors, on s'adresse uniquement aux esprits des espèces consommées. Chacune d'entre elles est censée avoir son esprit, qui est une espèce d'âme collective. L'esprit du gibier ne se confond avec aucun animal. Il n'est pas incarné dans un animal, il ne peut pas être chassé, il n'est pas tué. L'esprit d'une espèce ne meurt pas, c'est quelque chose de symbolique, d'abstrait. Et les espèces consommées dans ces régions sont essentiellement les grands cervidés, les élans et les rennes, mais pas seulement, ce sont aussi les coqs de bruyère, tétras, etc. Alors, voici un élan, c'est une grosse bête, ça peut faire jusqu'à 600 kg, ce qui veut dire qu'on a beaucoup à manger quand on en tue. Il n'est pas domestiqué, à la différence du renne, qui est bien plus petit, mais il est, comme lui, couronné par de majestueuses ramures sur la tête, mais il ne vit pas en bande, en harde, alors que le renne, lui, vit en harde. Et c'est pour ça qu'il peut être domestiqué d'ailleurs. Pour s'insérer dans la chaîne alimentaire, les humains doivent donc établir des relations avec les esprits des espèces gibier qu'ils consomment, et ce sera des relations d'échange de nourriture. Ça va être conçu de cette façon-là. Humains et animaux sont également des êtres que l'on dit animés, parce qu'ils ont une âme. Je mets ça entre guillemets, c'est toujours des équivalents à peu près, si vous voulez. L'âme est ce qui permet la vie du corps et qui survit à sa mort, et elle est supposée résider dans les os. Elle se nourrit, l'âme se nourrit de la force vitale qui est portée par la chair du gibier qui nourrit le corps. Donc, dans le fond, quand on prend un gibier, on mange sa viande et en même temps, on s'imprègne de la force vitale qui est portée par la viande. Vous savez que viande en français vient du latin vivere, qui veut dire vivre, et la viande est conçue comme ce qui fait vivre. C'est une idée très forte dans les pays, dans les sociétés sibériennes, et qu'on le retrouve exprimé presque dans les mêmes termes dans les langues, plusieurs langues sibériennes. Alors, la chair du gibier, la viande, elle est utile donc à la fois au corps qu'elle nourrit et à l'âme, car elle lui apporte ce qui la nourrit, la force vitale, la vitalité, l'énergie. On pourrait remplacer ces mots, on pourrait remplacer par vitalité ou énergie. Alors, je voudrais dire qu'on a aussi ce sens d'âme en français. C'est celui qu'on trouve dans l'expression manquer d'âme ou supplément d'âme, et on pourrait dire par exemple que le nom de Lévi-Strauss qui est donné à ce théâtre lui apporte un supplément d'âme. L'idée générale est la suivante. De même que les humains se nourrissent de la chair du gibier, de même les esprits des espèces animales consomment la force vitale des humains dans leur corps et dans leur sang, ce qui explique la vieillesse, la maladie et la mort qui sont inéluctables. Alors, juste une petite parenthèse qui n'est pas indiquée dans la diapo. Ce ne sont pas les espèces gibier que l'on consomme qui sont celles qui pompent la vitalité des humains dans leur corps. Ce
ce sont des petits carnassiers qui sont considérés comme les frères ou les auxiliaires des élans et des rennes qui sont, eux, des principaux animaux de la forêt. Les petits carnassiers pompent la vitalité des humains pour le compte de tous les animaux de la forêt. C'est donc un truc à 3 espèces, un échange à 3 espèces. Il y a donc, entre humains et espèces gibier, une consommation mutuelle, perpétuelle, de chair et de force vitale ou d'âme, au sens de force vitale. Cette consommation mutuelle assure l'alternance de la vie et de la mort dans chacun des 2 mondes. Chacun des mondes vit de la mort de l'autre. Ceci contribue à expliquer la coutume de ce qu'on appelle la mort volontaire dans ces régions. Cette coutume, c'est plutôt un idéal qu'une véritable pratique. Elle consiste pour un vieux chasseur qui a des enfants en âge de chasser à aller se rendre à la forêt, se rendre entre guillemets, à la forêt qui la nourrit, pour que ses descendants puissent vivre de chasse. Alors c'est donc plus une idée de mort idéale qu'une coutume véritablement pratiquée. On voit bien que dans tout ce cadre, le chaman n'a aucune activité thérapeutique. Et on trouve un certain nombre d'exemples, de récits, dans lesquels on voit qu'il est considéré comme, disons, un accident inévitable de se noyer dans un fleuve ou de s'égarer en forêt. Et d'ailleurs, votre groupe ne va pas forcément vous rechercher. On dira simplement, bon, ben, les esprits des cervidés de la forêt ou les esprits de la rivière l'ont pris, et c'est une façon qu'on a eue de rembourser la dette de gibier qu'on avait contractée. Il faut donc conclure un accord d'échange de nourriture avec les esprits des espèces gibier pour que les chasseurs aient accès au corps des animaux de ces espèces, du moins à leur chair. Alors cet échange est proclamé symétrique et réciproque, mais il ne porte que sur la chair. Et le chasseur ne prend que de la viande et fait tout pour occulter le fait qu'il a tué de l'animal. On ne dit jamais qu'on tue un animal. Tout est fait pour masquer le meurtre de l'animal en simple prise de viande. On va déposer en forêt, en hauteur, les os de l'animal chassé, de façon à ce que son âme puisse revenir animer un animal de la même espèce. Les restes humains sont eux aussi déposés en hauteur pour que l'âme revienne animer un nouvel humain de la lignée du mort après une sorte de recyclage posthume. L'os est le symbole de la succession des générations, de la filiation, comme la chair était le symbole des relations d'alliance, et on voit dans toutes ces sociétés la circulation des femmes entre les groupes de parenté, qui est assimilée à la circulation des substances réanimatrices entre les espèces vivantes. Dans les sociétés de ces régions, on appelle les parents maternels parents par la chair et les parents paternels parents par l'os. Aucune âme ne peut revenir animer un être d'une autre espèce ou d'une autre lignée que la sienne. L'idée de changement d'espèce est absolument incompatible avec le principe de la réutilisation de l'âme individuelle. Et c'est ce principe, d'ailleurs, qui fonde la reproduction du gibier. Avant son retour dans un nouvel être vivant sur Terre, toute âme est censée pouvoir s'accrocher à n'importe quel être vivant pour se déplacer. Ainsi, on parle d'âmes de mort qui peuvent s'accrocher au poil d'un écureuil, par exemple, et certains disent un peu vite que l'âme se fait écureuil. Non, à l'analyse, il apparaît bien qu'il s'agit seulement d'un véhicule et que l'âme change, elle passe d'un écureuil à un faucon ou à autre chose. Alors, voici une plateforme funéraire, c'est le même mot en bouriate pour les humains. Elle peut être grande pour un élan, mais dans beaucoup de cas, on garde seulement le crâne qu'on accroche à une branche haute. Alors, tous les principes qu'on vient de voir et que l'on peut qualifier de chamaniques sont mis en œuvre dans le grand rituel périodique qui légitime la vie de chasse, qui tient une place centrale dans ces sociétés, comme je vous l'ai dit.
C'est un très long rituel qui dure au moins 10 jours, mais qui dure souvent un bon mois, se tient en général juste avant l'été. C'est un rituel qui est compris comme renouvelant la communauté du fait qu'il l'habilite à vivre de chasse pendant l'année qui vient. On dit alors... oui, enfin, c'est ce principe, pardon, que j'utilise pour ma part pour dire que le chamanisme est central dans la société. C'est quand il inspire le principal rituel périodique. On verra tout à l'heure que quand la société vit d'élevage, ce grand rituel est accaparé par les aînés de clan, et à ce moment-là, le chaman n'a plus qu'une position périphérique et ses pratiques sont marginalisées. Tout membre de la communauté doit participer à ce rituel qui s'appelle, selon les ethnies, renouveler la vie, aller chercher la chance à la chasse, animer le tambour. L'échange est conçu en sorte que les humains puissent en tirer avantage. Et il est encadré par une alliance qui est conçue sur le modèle de l'alliance matrimoniale, de façon à l'institutionnaliser comme telle. Le rituel se déroule comme un mariage entre le chaman, qui représente la communauté humaine, et une femelle d'élan ou de reine qui représente son espèce. En faisant du chaman un preneur de femmes légitime, au lieu d'être un simple ravisseur ou un amant de passage, le mariage fait de lui un preneur de gibier légitime et non pas un voleur. C'est important de voir que cette question de légitimité est vraiment fondamentale dans ce rituel, qui lui donne, face au gibier, les droits du mari sur la femme. On verra qu'il en a aussi les devoirs. C'est pour être un mari dans le monde des espèces sauvages, que le chaman est vêtu d'un manteau en peau de renne ou coiffé d'une couronne à ramures. Alors, au passage, vous me permettrez de faire une petite parenthèse pour souligner l'importance de la relation d'alliance dans la pensée religieuse. On peut penser à la notion d'alliance qui est présente dans les 3 monothéismes, et on peut penser aussi, plus près de nous, au caractère nuptial de la prise de voile chez les religieuses chrétiennes. On peut remarquer aussi, quitte à y revenir plus tard au moment des questions, la différence avec l'alliance chamanique. C'est le Dieu des religions monothéistes qui est en position de mari, d'époux, alors que dans le chamanisme, la position de mari est celle du partenaire humain et c'est le partenaire spirituel qui est en position d'épouse. Cette inversion a évidemment beaucoup d'implications. Et je voudrais dire aussi, ça fait partie de la fin de la parenthèse, que cet usage métaphorique de la relation d'alliance peut très bien se comprendre. La façon la plus simple et la plus courante d'exprimer une notion abstraite ou conceptuelle ou imaginaire, c'est d'utiliser métaphoriquement des notions dont nous avons une expérience concrète dans notre vie. C'est pour ça que les métaphores sont si présentes dans la pensée religieuse. Alors, voici une couronne. Il n'y en a pas 2 pareilles. Certaines ont 4 ramures, chaque chaman étant libre d'innover pour personnaliser son attirail. Voici un manteau qui fait partie des collections et qui est analysé en détail dans le catalogue édité par Beffa et Delaby sous le titre « Festin d'âme et robe d'esprit » qui est consacré aux collections du musée. Et le tambour n'est ni suffisant ni nécessaire. Il n'est jamais le premier accessoire obtenu par le chaman. C'est le battoir qui est obtenu d'abord, et le battoir est par lui-même un instrument divinatoire. Pendant le rituel, le chaman, pendant ce grand rituel dont j'ai parlé, le chaman doit faire comme s'il était un animal, mais il reste humain. Sa couronne est en fer, il reste debout. Son épouse, entre guillemets, doit, elle, rester imaginée animale pour lui donner accès à son monde. Mais elle est bien sûr socialisée par le fait qu'elle est mariée avec lui.
Les verbes utilisés pour les gestes du chaman désignent les conduites de certains animaux avant l'accouplement. Trépigner, sautiller, donner des coups de tête, et le verbe tungouz sama, d'où vient chaman, veut dire remuer les membres postérieurs. Dans les langues mongoles, chamanisme ou chamanisé se dit encorné. Chamanisme se dit encornement du chaman. Je n'ai pas trouvé d'autres termes pour dire donner des coups de tête. De fait, il donne des coups de tête en l'air et pendant ce rituel, il fait aussi des bonds et il pousse des cris, et particulièrement des cris animaux, notamment des brahmes. Ainsi, tout, la couronne à ramure, les gestes, le vocabulaire, tout souligne la virilité du chaman, sa double virilité, à la fois guerrière et sexuelle. Sans doute, c'est là que je vais peut-être décevoir à donner des choses aussi triviales, aussi concrètes, mais il faut s'imaginer que nous sommes en pleine forêt et que la principale préoccupation, c'est de vivre et donc de trouver du gibier. Pourquoi je parle aussi de virilité guerrière? C'est parce que le chaman va devoir d'abord repousser les chamans rivaux qui sont eux aussi imaginés avec des ramures, comme un cervidé avec des ramures, et il va donc s'affronter à la lutte. Et c'est pourquoi, durant tout le rituel, les jeunes hommes vont s'affronter à la lutte, mais aussi participer à des rondes dansées avec les jeunes filles, sous la conduite du chaman et des aînés qui les encouragent. Il représente finalement les deux moments de l'action du chaman, celle où le moment où il repousse ses rivaux et le moment où il va s'unir avec son épouse. Les jeux qui illustrent chez les profanes ces deux actions deviendront, sous le régime soviétique, la principale fête dans ces sociétés, mais le régime soviétique en exclura la participation des chamans. Il le réduira simplement à ces jeux. L'ensemble du rituel de renouveau exige donc la masculinité du chaman et le pose en rival des esprits des autres communautés. Si l'année n'est pas bonne, il sera remplacé pour le rituel à l'année suivante, car il sera jugé au résultat. Il ne peut y avoir ni pape ni roi chaman. Mais il y a bien sûr des femmes chamanes, pour la bonne raison que face aux espèces sauvages, les femmes font partie de l'espèce humaine et participent parfois à la chasse. Elles participent au même titre que les hommes. Mais elles ne peuvent diriger les grands rituels et font seulement des rituels privés. Alors voici une série de photos pour montrer les reines qui s'affrontent, voir que les jeunes garçons qui luttent adoptent les mêmes positions. On voit bien la notion d'encornement ici. Même si vous trouvez un terme meilleur, je serais ravie de savoir. La lutte est réinterprétée. Ah oui, on met des chapeaux comme ça aux enfants. Donc les cornes sont... L'idée d'avoir des cornes qui sont un signe de virilité est donc très présente. La lutte est réinterprétée dans le cadre de fêtes identitaires aujourd'hui. Alors là, on rajoute de vraies ramures. Et de la même façon, la danse est réutilisée aujourd'hui. C'est ce type de ronde dansée. Revenons à l'idée de mariage avec un esprit femelle d'espèce gibier. C'est ainsi donc que la vie de chasse est rendue légitime. On dit que mieux le chaman sait séduire son épouse, plus il obtiendra d'elle de chance à la chasse. La chance, c'est-à-dire des promesses de gibier pour les chasseurs de sa communauté. Il va redistribuer cette chance sous forme de poils de renne, souvent, ou de morceaux de viande ou d'autres choses, mais il y aura une distribution, une redistribution. La chance est quelque chose qui ne se garde pas pour soi, mais qui se redistribue. De même, à la lutte, encore de nos jours, dans le cadre de la fête nationale, le lutteur vainqueur redistribuera sa sueur, qui est considérée comme porteuse de sa chance. Et
il est entouré de gens qui viennent prélever les gouttes de sueur pour s'en imprégner le front, les bras, etc. La chance a quelque chose de vital, et on voit donc que c'est quelque chose qui demeure même quand la société ne vit plus de chasse, comme dans la capitale mongole d'aujourd'hui. En fin de rituel, le chaman doit promettre aux esprits de rendre de la vitalité humaine pour la chance qu'il a prise. Il fait comme s'il se laissait dévorer, il se couche par terre, il se laisse dévorer, et puis enfin, il va distribuer ce que j'aimerais appeler des perspectives de mort. La loi de l'échange exige en effet de donner aux esprits des promesses de contrepartie pour les promesses de gibier qu'on a obtenues. Or, la contrepartie humaine de la force vitale animale est forcément de la force vitale humaine. Alors le chaman, d'abord, en restant étendu pendant une bonne demi-heure, il s'est rendu lui-même, il est inerte, et on a d'ailleurs peur qu'il y reste pour de bon. Et ensuite, il va tirer par l'ouverture à fumée de la hutte de petites flèches miniatures pour chacun des participants. Si la flèche retombe dehors, près de la hutte, ça veut dire que la personne en question n'en a plus pour longtemps. Plus la flèche va retomber loin, plus il reste aux participants de temps à vivre. En quelque sorte, il va définir l'espérance de vie. Cela a été interprété comme une prédiction, ce n'en est pas une, bien sûr, mais ça exprime le devoir qu'il a d'assurer le retour aux esprits de la contrepartie constituée par la mort des humains. C'est pour ça que le chaman est aussi redouté que considéré comme indispensable. Et le bon chaman est celui qui s'arrange pour prendre le plus et le plus vite possible et faire mourir ou laisser mourir le moins de gens possible. En fait, il ne joue que sur le volume et sur l'échéance, mais il est loyal quant à la nature de l'objet échangé. Il doit de la force vitale et il n'a que mépris pour les autres religions qui offrent des substituts. Ce rituel préfigure et prépare la chasse dans le registre virtuel. Mais par là, il prépare la vie et la mort de la communauté. Il assure non seulement l'échange entre les deux mondes, mais aussi la reproduction de chacun d'eux. Au XIXe siècle, les peuples sibériens se disent peuples à chaman qui recherchent à agir sur l'ordre des choses par opposition aux peuples à Dieu, tels que les Russes, qui acceptent d'obéir à un Dieu tout-puissant et se résignent à laisser faire la volonté divine. L'attitude chamanique est donc subversive. Le chaman a les devoirs du mari envers son épouse. Il doit protéger le monde qu'elle représente, faire respecter les exigences de reproduction du gibier et l'entretien de son milieu vital, la forêt. C'est en cela que les peuples chamanistes se disent les précurseurs de l'écologie, et les peuples sibériens d'aujourd'hui le revendiquent comme philosophie de l'harmonie avec la nature. C'est pour cela qu'ils peuvent se dire toujours chamanistes, même s'ils n'ont plus de chaman. Ceci me sert de transition pour passer à ce qui change dans les sociétés chamanistes quand le mode de vie n'est plus la chasse. On verra que certains principes demeurent tout en s'adaptant. Je vais aller vite là parce que j'ai pris finalement un petit peu de retard et je dirais pour abréger cette partie-là que les peuples éleveurs ne vont plus avoir de rapport avec les esprits du gibier, mais avec leurs ancêtres dont ils ont hérité les troupeaux et les pâturages. Et dans le même temps, la demande chamanique va passer d'une formulation positive, qui est celle d'obtenir de la chance, à une formulation négative, qui est celle d'obtenir de la grâce pour être protégé et préservé, pour être protégé de la malchance. Donc on a une espèce de tournant négatif. Voici un chaman et son assistant. Vous noterez qu'il est sans tambour, mais avec des cannes chevalines.
Voilà, je pense que ceci pardon, oui. Voilà, les rituels sont surtout en rapport avec les âmes des morts. Étant donné qu'il y a cette idée que l'âme doit être réutilisée de génération en génération, à la fois chez les animaux et chez les humains, les gens qui n'ont pas de descendants ne peuvent pas revenir sur Terre. Et ce sont leurs âmes qui causent les troubles dans ces sociétés pastorales, et c'est à leur égard que se développent les rituels privés des sociétés pastorales. Voici une photo d'un rituel fait pour guérir un malade attaqué par une âme de mort à la fin du XIXe siècle. Ses assistants le retiennent pour que le retour de l'âme du malade ne se fasse pas au détriment de l'âme du chaman lui-même, parce qu'il faut toujours une rançon quand on veut récupérer quelque chose. On notera pourtant que le chaman a toujours une couronne à ramures sur la tête, et que cette couronne est particulièrement haute, c'est-à-dire l'imaginaire de la chasse n'est jamais loin, même si l'on a affaire à des âmes de mort. Durant la quasi-totalité du XXe siècle, on a coutume de dire que tout chamanisme avait disparu, à la fois parce qu'il était désuet et parce qu'il avait été éradiqué par la propagande athéiste du régime communiste. Mais de nos jours, on ne peut plus parler de chamanisme dans le même sens que précédemment. Les chamans traditionnels qui avaient gardé une activité clandestine sous le régime soviétique sont aujourd'hui morts. D'une manière générale, il n'y a de nouveaux chamans que chez les minorités qui ont une république autonome qui porte leur nom dans la Fédération de Russie. C'est le cas de la Yakoutie, de la Bouriatie, de la Khakassie, de Touva, parce que ces républiques autonomes ont une structure juridique qui autorise les associations et qui oblige les chamans à s'organiser en association. Ils sont tous plus ou moins redevables pour leur existence à la fondation de Michael Harner, qui, dès 1994-95, a déclaré 4 chamans sibériens trésors vivants du chamanisme et les a invités en Californie. Tout ça est abondamment décrit dans le livre de Znamiensky que je cite ici. Ce sont des chamans autoproclamés qui, pour la plupart, revendiquent une origine chamanique, c'est-à-dire des ancêtres chamans, que souvent, d'ailleurs, ils ne se découvrent qu'à cette occasion. Ils s'affilient à des associations pour pouvoir exercer, du moins en début de carrière. Ils exercent dans des cabinets collectifs où ils reçoivent des clients auxquels ont été auparavant soumis des listes de rituels et de prix. Chacun chamanise à sa manière. L'innovation est tout à fait possible et les changements sont constants. Il n'y a pas vraiment de liturgie à respecter. Chacun dit faire comme le lui demandent ses esprits. Mais le client vient souvent en famille et les demandes sont très variées. Ça peut être aussi bien pour régler une querelle de ménage ou de voisinage qu'une affaire d'alcoolisme, que les conditions d'un emprunt à la banque. Est-ce qu'on arrivera à rembourser le prêt? Il y a une fille qui vient avec sa mère faire un rituel pour trouver un mari, comme on voit dans le livre de Laetitia Merli. La consultation se fonde toujours sur une volonté d'agir sur les réalités, qui consiste à faire en sorte soit de repousser la malchance, soit d'attirer la chance, dans quelque domaine que ce soit, la santé, la pluie, la fécondité, l'amour, le bonheur et toutes les formes de succès. Le rituel que fait le chaman et sa réponse positive crée chez le client une sorte d'anticipation positive qui déclenche en lui une sorte d'optimisme volontariste. Disons que nous avons, nous, des pratiques comme croiser les doigts, toucher du bois, qui pourraient s'apparenter à ce type d'attitude. En revanche, il n'y a plus de chaman chez les minorités intégrées dans les républiques anonymes qui portent le nom d'une autre minorité. Les Tungus et Venk, par exemple, qui sont en Yakoutie. Il n'y a plus de chaman Tungus, mais les Tungus disent
nous n'avons plus de chaman, mais c'est nous qui le faisons avec nos danses et nos chants qui célèbrent l'harmonie avec la nature. Alors, voici plusieurs photos que je dois à une collègue taïwanaise qui s'appelle Liu Bichen, qui les a prises chez les Bouriates, c'est pour ça que j'ai choisi ces photos, en 2010. C'est un rituel qui a été accompli dans le cadre d'un colloque réunissant des scientifiques et des praticiens, et il y avait à cette occasion-là un rituel organisé par l'une des associations de chamans qui s'appelle l'association Tengri et qui est adressé au fondateur mythique de l'ethnie Bouriate qui s'appelle Seigneur Taureau. Alors voici quelques photos. On accroche, vous voyez, la célébration de la nature et de l'harmonie avec la nature. Voici donc le chaman. Il y a 1 minute de film, s'il est possible de le montrer. Là, si on a le temps, 1 minute de film qui montre ce chaman. Voilà 2 photos de Mongolie pour finir. C'est à l'occasion du 800e anniversaire de la fondation de l'Empire mongol par Gengis Khan en 2006. Ce rituel a été organisé avec des chamans, par les chamans d'une manière générale, en l'honneur de Gengis Khan, avec une confusion volontaire, enfin une association plutôt, entre Gengis Khan et l'idée de ciel. Comme un dieu possible. Quant aux attentes des étrangers dans le cadre du tourisme chamanique, alors je voudrais que ces attentes sont en général spirituelles, au moins dans leur expression, et la nécessité pour les chamans d'y répondre à ces attentes fait disparaître la notion même d'esprit. Parce qu'on ne sait plus à quel esprit on s'adresse. Les esprits de la nature mongole, par exemple, ne disent rien aux chamans, aux touristes occidentaux qui viennent là, ni les esprits des morts locaux. Alors on a vu la notion d'esprit disparaître, enfin après avoir donné lieu à des expressions comme un esprit transnational ou un esprit transculturel, on voit aujourd'hui se répandre la notion d'énergie, de force intérieure, d'aura, etc. Voilà, enfin, j'ai essayé de vous dire que finalement, on pouvait, enfin, le chamanisme était un outil conceptuel qui pouvait être utilisé dans des sens extrêmement différents. Je voudrais avoir rendu sensible cette grande variété qui finalement repose sur l'idée d'une relation personnelle avec un être imaginaire avec lequel on peut toujours s'accorder finalement, de façon à avoir de la chance dans la vie. Je vous remercie. S'il y a des questions, bien sûr, je suis tout à fait prête à répondre aux questions, mais je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade.
main pour donner un micro, si quelqu'un a envie d'avoir une précision. Bon, écoutez. Oui, merci pour cet exposé très intéressant et complet. Madame, je voulais vous demander, c'est là. Oui. Oui, mais il y a le monsieur qui avait posé une question. Enfin. Je voulais vous demander si cette couleur bleue de leur costume est nouvelle, parce que je m'imagine que dans ces contrées, bon, ils étaient un peu pauvres, un peu démunis, et je ne m'imagine pas qu'ils avaient tous la possibilité d'avoir le même costume. Et est-ce que ça signifie quelque chose, cette couleur bleue? Merci. Oui, merci pour cette question. Bien sûr, ce costume est tout à fait nouveau, puisque autrefois, les costumes étaient en peau, devaient être en peau d'animal gibier, d'espèce gibier. Donc, il n'avait pas de couleur. Là, c'est une soie qui est tout à fait contemporaine, bien sûr, et ça se mélange avec les idées très nationalistes aujourd'hui, puisque ces populations, après la chute du régime soviétique, elles ont eu droit de retrouver leur tradition. Et elles se sont demandé de retrouver leur tradition religieuse. Et elles se sont demandé, mais qu'est-ce que c'était notre tradition? Nous avons été colonisés par l'empire tsariste qui a répandu chez nous le christianisme orthodoxe. Nous avons eu aussi le bouddhisme qui est venu de Mongolie, du Tibet puis de Mongolie. Et finalement, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avions auparavant? Ah ben, nous avions des chamans. Mais aujourd'hui, ces chamans, ils sont vraiment un petit peu loin de nous. Alors, ils ont pris des éléments d'un petit peu partout. Et ce bleu est une couleur qui est considérée comme celle du nationalisme mongol, pan-mongol, qui englobe les Bouriates, parce que les Bouriates sont une des populations mongoles de Sibérie. Le bleu, ils se disent, la Mongolie, c'est le pays du ciel bleu, et le bleu est une des couleurs préférées de ces populations-là. Donc, si vous voulez, ça fait partie de ces réinventions contemporaines, mais où les gens mélangent finalement des éléments à la fois bouddhistes, chrétiens, d'un peu partout. Hein. Je veux dire que l'innovation est bonne, et il faut dire aussi que toutes les associations sont rivales des unes des autres. Alors là, le bleu, c'est l'association Tengri, mais vous aurez une autre association qui s'appelle Tambour, par exemple, qui aura une autre façon de s'habiller. Je voudrais dire un mot aussi au monsieur, chamanisme et sorcellerie. Disons qu'il y a un aspect, puisque vous savez, j'ai dit tout à l'heure que chaman avait remplacé à la fin du XIXe siècle l'expression de sorcier guérisseur ou devin guérisseur. Il y a quelque chose de contradictoire dans ces expressions sorcier et guérisseur. Or, en fait, c'est bien cette contradiction-là, ou cette apparente contradiction, disons, qui existe aussi dans le chaman, puisque à la fois le chaman doit vous permettre de vivre, vous apporter de la chance et s'occuper des siens, et il doit défendre les siens, et quand il se bat contre des chamans rivaux, ça veut dire qu'il essaie d'avoir plus de chance à la chasse que le chaman du groupe voisin, donc il est bon pour les siens et pas bon pour les autres. Par ailleurs, comme j'ai dit aussi, dans cet échange avec les espèces, il doit bien sûr prendre beaucoup de promesses de gibier, mais il doit aussi rendre de la vitalité humaine. Et dans ce sens-là, il est redouté. Quand il tire sa petite flèche, s'il la tire tout près, ça veut dire que la personne pour laquelle il a tiré cette flèche risque de mourir bientôt. Et donc, ça peut toujours avoir une influence sur les gens. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a des aspects sorciers, mais
on ne peut pas le qualifier de sorcier globalement. Disons qu'il faut analyser plutôt les parties de sa pratique qui peuvent être considérées comme néfastes ou enfin pas dans l'intérêt des individus, pas favorables aux individus. Oui? Comment on devient chaman? Et puis, il y a dans les mythes des origines de fruits de produits psychotropes, champignons. Bon, alors, je vais commencer par la deuxième question, si vous voulez bien. Il n'y a pas de psychotropes d'une manière générale en Sibérie. Et c'est pour ça que le livre de Mircea Eliade avait eu autant de succès par rapport aux autres à toute cette époque-là. C'est parce qu'il présentait une vue mystique qui n'était pas fondée sur quelque chose d'artificiel. Il y a uniquement dans l'extrême nord-est et au Kamtchatka de la consommation d'amanite tumouche, mais qui n'est pas liée à la notion de chamanisme, à la pratique chamanique. Comment on devient un chaman? Disons que ça varie selon les époques et selon les types de sociétés. Mais dans la vie de chasse, qui est celle dont je parle essentiellement, dans la vie de chasse, tout petit garçon est potentiellement un chaman. Tout le monde doit s'entraîner, parce que tout le monde est chasseur, tout le monde doit être appelé à vivre de chasse. Et bien souvent, ce n'est pas un chaman individuel qui fait le rituel, mais un collectif ou la collectivité tout entière qui fait le chaman dans ces circonstances-là. Sinon, disons qu'on trouve ça par exemple dans le livre de Ungurgeonon sur son enfance en Mongolie. Il disait, en tant que petit garçon, j'allais en forêt, je battais du tambour, il y a des petits tambours d'enfants, etc. On s'amuse à aller en forêt, à grimper aux arbres, à chanter aux esprits, et celui qui est choisi par les siens pour devenir chaman, ça va être simplement quelqu'un qui d'abord saute haut, qui chante bien, qui est fort, qui a un sens de l'orientation dans la forêt, qui saura dans quelle direction aller pour trouver du gibier. Et disons que tout le monde s'entraîne à avoir des relations avec les esprits du gibier dans la nature, parce que c'est indispensable. Et étant donné que le chaman est jugé au résultat, qu'il est susceptible de ne pas être renouvelé si la saison n'a pas été bonne. Imaginez que la saison de chasse ne soit pas bonne et qu'il y ait beaucoup de gens qui tombent malades ou qui meurent. Eh bien, on ne renouvelle pas le chaman, on va en prendre un autre. Donc, il faut que le groupe en ait en réserve. Alors, c'est un peu différent dans les sociétés pastorales où la fonction chamanique est héritée au sein de familles. Mais de lignée clanique, si vous voulez. Là, les filles vont hériter au même titre que les hommes, et ça, donc, ça fera des tas de problèmes au moment du mariage, et d'une manière générale, les filles étaient empêchées de devenir chamanes, elles devaient laisser leurs frères, et surtout, quand un homme épousait une femme de lignée chamanique, on disait attention, elle risque de garder des contacts avec ses esprits, et le mari devait faire attention. Mais on trouve aussi des femmes qui disent « Oh là là, si j'avais eu des frères vivants, j'aurais pas eu à devenir chamane, quelle corvée, etc. » On trouve donc de tout. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que dans la vie de chasse, devenir chaman est placé sous le signe de l'amour, de la vitalité, puisqu'il s'agit d'avoir une histoire d'amour avec un esprit femelle. Et cet esprit, on trouve des textes dans ce sens chez les Tungus qui disent « Ah, toi, tu es fort, tu es costaud, tu sautes haut ». Cette question de sauter haut, je l'ai vue même en Corée en 1991, où il y avait des chamans qui ont dit à un de mes collègues hongrois « Oh là là, toi tu sautes haut, tu ferais un bon chaman ». Donc c'était encore en 91, vous voyez, et chez les Coréens, c'était quelque chose qui était resté important.
Et donc, c'est vécu, l'accès à la fonction est vécu sous le signe de l'amour, de la prise de chance, etc. Tandis que l'accès à la fonction, dans les sociétés pastorales où c'est un héritage, il est perçu comme un fardeau très lourd. On dit attention, je fais tout pour refuser cet héritage, mais je ne peux pas, mes ancêtres insistent parce qu'ils ont besoin d'un représentant aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, les deux choses sont un petit peu mélangées. Plus personne ne chamanise pour avoir de la chance à la chasse. Ça, c'est complètement fini. Les gens réclament, se revendiquent, ils revendiquent plutôt une ancestralité chamanique qui peut être réelle ou qui peut être reconstruite. Il y a tout un livre d'un collègue japonais qui montre comment aujourd'hui il y a des bourriates qui font appel à des chamans pour reconstruire leur généalogie. C'est une généalogie fictive, mais il faut un rituel chamanique pour reconstruire leur généalogie. Et donc, ils deviennent les héritiers de cette tradition-là. Et très souvent, ce qu'on voit aussi parmi les nouveaux chamans d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont souvent docteurs de l'université, spécialistes de la littérature chamanique sur les pratiques de leurs ancêtres. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Je voudrais vous demander ce qu'il en est aujourd'hui du caractère, du fondement transactionnel du chamanisme. Je suis ici. Oui, oui. Ce qu'il en est du fondement transactionnel du chamanisme, on va dire ancestral, aujourd'hui. Est-ce que les chamans aujourd'hui ont quelque chose qui ressemble à cette transaction où il fallait donner pour recevoir et donner quoi aujourd'hui éventuellement? Oui. Eh bien, aujourd'hui, écoutez, il y a toujours l'idée que rien n'est gratuit. Mais ça s'est énormément déplacé, bien sûr. Aujourd'hui, quand on entre dans un cabinet de chaman, vous avez d'abord à l'entrée affiché les noms des rituels et le tarif pour ces rituels. Et vous devez arriver avec les ingrédients qui seront nécessaires, c'est-à-dire un certain nombre de litres de vodka, un certain nombre de gâteaux ou d'autres offrandes alimentaires, et les chamans sont rétribués. Il n'y a plus véritablement d'offrande aux esprits, et cette croyance dans l'idée que l'on doit se rendre, elle s'est terminée avec la vie de chasse. On a autre chose, puisque on a des économies productives. Ça se voyait déjà avec l'adoption de l'élevage, qui permettait d'avoir des animaux domestiques à offrir à sa place, et aujourd'hui on n'offre plus rien aux esprits. On offre aux chamans en revanche, mais il y a l'idée que rien n'est véritablement jamais gratuit. Et ça, c'est nouveau aussi, la rétribution du chaman. Autrefois, les chamans n'étaient rétribués que pour les rituels privés, et encore après résultat, et si le résultat était bon. Vous voyez les marabouts qui vous donnent des petits papiers dans le métro, des petits cartons, et qui vous disent paiement après résultat. Ça, c'est très caractéristique de ce genre d'esprit. Mais l'idée de rembourser à la nature, non. Elle s'est transformée en prise de conscience écologique, disons, et en philosophie d'harmonie avec la nature. Ça, c'est très présent chez ces populations. C'est-à-dire, il faut préserver la forêt, il faut préserver notre environnement, et cet aspect transactionnel ne se repère que de cette façon-là, enfin, je pense. Merci pour votre question. Oui, bonjour. Ma question concerne justement la prise de conscience écologique et la grande diversité des cultures, des ethnies, des langues actuellement sur cette planète. Donc on dit qu'il y a 7000 langues différentes actuellement. Je voudrais savoir, parmi ces 7000 langues, qui sont chacune porteuses d'une vision du monde,
quel est le pourcentage de ces 7000 langues où on rencontre des visions du monde qui sont plutôt porteuses d'une vision biocentrique, d'une vision animiste du monde, par opposition aux visions anthropocentriques, par exemple, qu'on rencontre dans les religions monothéistes. Et en fonction de ce pourcentage, que pensez-vous de l'étrange mode récente chez les géologues d'appeler une nouvelle ère géologique l'Anthropocène, comme si c'était la faute à Anthropos, la faute aux hommes, comme si tous les hommes étaient tous pareils, tous destructeurs de la planète, tous irrespectueux par rapport aux équilibres écologiques. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, en tant qu'ethnologue ou anthropologue, proposer d'autres termes pour ne pas accuser les êtres humains d'être tous les mêmes, ce qui serait injurieux par rapport notamment au peuple de Sibérie? Personnellement, je propose le concept ou l'ère géologique de mégalocène pour n'accuser que la folie des grandeurs, donc n'accuser qu'un type particulier de vision du monde qui est heureusement pas du tout la vision du monde que vous venez de décrire. Je vous remercie. Aussi. Merci, vous voyez que votre question est largement appréciée et vous avez fait une proposition, c'est très très bien. Moi, si j'ai pu apporter une petite pierre à votre idée, j'en serais tout à fait heureuse pour répondre au début de votre question. Alors je dirais qu'elle me dépasse complètement. Je ne saurais vraiment pas vous répondre. Je dirais que toutes ces populations sont très minoritaires. Elles peuvent maintenir cette idée-là parce qu'elles sont perdues dans des régions où la densité de population est extrêmement faible. Et disons, ça ne s'étend pas à tout le monde et nous avons bien aussi une part de responsabilité. Ce qui est important, je pense, c'est plutôt la leçon qu'elle donne que finalement, il faut prendre soin de ce dans quoi on puise pour vivre. Mais en tout cas, je laisse aux collègues géologues et à tous les autres le soin de vous répondre et d'apprécier la mégalocène, si c'est bien cela, cette folie des grandeurs. Ceci dit, l'action vis-à-vis de la nature ou l'attitude vis-à-vis de la nature est effectivement tout à fait fondamentale, mais je vous dirais que je ne pense pas que ces nouveaux chamans soient véritablement conscients de la même façon que vous de ce problème. Tous ont des téléphones portables, correspondent par Internet et bon. Voilà. Oui. Alors, je saurais mal vous répondre parce que je ne suis pas spécialiste des Amérindiens. Je dirais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont proches, enfin surtout chez les Amérindiens d'Amérique du Nord, qui ont à peu près le même type de milieu. Et qu'il y a aussi probablement des traditions d'études. Les sources ne sont pas les mêmes en Sibérie et ailleurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que alors que les chamans, l'influence amérindienne est beaucoup plus importante que l'influence sibérienne dans le monde, eh ben, c'est quand même le terme sibérien qui est répandu partout, même si la plupart des centres chamanistes qui sont en France ou les festivals qui sont lieux chez nous s'inspirent plus souvent de formes qui sont venues des Amérindiens d'Amérique du Sud. Enfin, c'est l'Amazonie qui est la plus fréquemment évoquée comme terre où l'on pratique le chamanisme aujourd'hui. C'est là que se développent des centres qui sont souvent institués par des
par des étrangers, disons, il faut le dire, il y a, dans ces pays-là, en Amérique du Sud, mais ils utilisent quand même le terme sibérien. Donc, je ne peux pas vous répondre très précisément, je m'en excuse. Je voulais vous poser une question au sujet de la pratique chamanique quand c'est une femme qui le fait, étant donné qu'une des bases, c'était que le chaman est le mari. Oui. Comment peuvent-ils concilier ça avec le rôle d'une femme? Alors, les femmes, elles appartiennent à l'espèce humaine. Donc, face à la nature, et face aux esprits des gibiers, elles sont incluses dans l'humanité. Mais au sein de l'humanité, seuls les hommes peuvent faire ces grands rituels. Et je n'ai trouvé aucune mention de femmes accomplissant les rituels pour toute une collectivité, c'est-à-dire ce rituel-là. Ceci dit, les femmes pratiquent des tas de rituels privés, et aujourd'hui, les femmes, et même au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, les femmes étaient devenues aussi nombreuses que les hommes, parce que tout simplement, en Sibérie, les hommes pouvaient, disons, dans les séminaires organisés par les missionnaires chrétiens orthodoxes, trouver des voies d'émergence. En Mongolie, ils se faisaient moines bouddhistes, et donc il y avait d'autres façons de compter dans la société qu'en étant chaman. Du coup, la pratique s'est énormément féminisée. Alors, il y a certainement que les femmes peuvent remplacer les hommes dans un certain nombre de circonstances, sauf dans ces grands rituels collectifs, publics. Mais pour les rituels privés, ce sont elles. Ça ne fait pas beaucoup de différence. Dans la pratique privée, c'est-à-dire ce qui est faire la chance ou repousser la malchance, et vous avez... Les femmes le font aussi bien. Alors, c'est par période. Au début des années 90, c'était surtout des nouveaux chamans féminins, puis après ça a été des hommes, puis c'est de nouveau des femmes. Enfin, c'est très variable, et leur pratique est tout à fait similaire. Leur pratique est vraiment très similaire. Et vous savez, par exemple, le procédé le plus simple pour faire la chance, et qui existe encore de nos jours, c'est jeter un objet dissymétrique qui retombe par terre. Et il faut qu'il retombe du bon côté, c'est-à-dire avec l'ouverture vers le haut, parce que à ce moment-là, ça a une forme de récipient et la chance va tomber dedans. Eh bien, elles peuvent le faire, ça, et que ce soit un homme ou une femme, ça se passera de la même façon. On jette l'objet, soit 3 fois, on se limite à 3, soit jusqu'à ce qu'il retombe du bon côté. Ce qui montre bien qu'on ne cherche pas à savoir, à avoir une réponse, mais on cherche à produire un résultat. Et ça, elles le font. Par ailleurs, autrefois, oui, c'est une chose que j'ai oublié de dire, elles étaient très souvent les assistantes de leur mari, c'est-à-dire celle qui l'aide à mettre son costume, qui chauffe son tambour, qui, quand il se donne à la fin du rituel, il doit montrer qu'il se laisse dévorer par les esprits pour rendre un petit peu. À ce moment-là, les femmes étaient là pour ranimer leur mari. Mais en fait, elles peuvent aussi faire des rituels aux arbres, par exemple, à la nature d'une manière générale, et elles sont rémunérées pour ça, bien sûr. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que jamais une femme ne peut épouser un esprit animal. Ça voudrait dire, étant donné la règle qui veut que l'on suive son mari, dans ces sociétés-là, c'est une règle patrie locale, etc., ça voudrait dire que l'humanité qu'elle représente s'en sauvage. Et donc, les femmes chamanes, elles opèrent en fonction de relations de connivence avec
des âmes de mort. Ce sont elles les meilleures pour s'occuper des âmes de mort en détresse, celles qui n'ont pas pu avoir de descendants en qui revenir pour une nouvelle vie. Donc là, ce sont surtout des femmes. Je ne sais pas si... Non, c'est terminé, c'est terminé. Je suis désolé, plus de questions. Pardon, je ne vous entends pas. Vous voulez bien répéter? Non, madame, il n'y a plus de questions, je suis désolé. Peut-être si vous voulez, nous verrons ça en privé dehors.